Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelle drôle d'époque. Collection dirigée par Alain Brossat et Jean-Louis Deshottes. Comment répondre d'une actualité constamment mouvante? Comment y déchiffrer des marques d'époque ou des signes annonciateurs? Comment le travail de la pensée, étayé par nos savoirs en partage et l'expérimentation des concepts, peut-il nous soutenir dans nos activités de diagnosticiens du contemporain? Avec cette collection d'essais brefs, vifs, se destinant à poser, explorer une question liée à notre actualité plutôt qu'à proposer des réponses ou des recettes, nous tentons d'engager la philosophie et les sciences sociales dans une activité d'interpellation du présent. Nous nous demandons de quoi, de qui sommes-nous vraiment contemporains et qu'est-ce qu'être contemporain dans notre relation au plus proche mais aussi au plus lointain? Et en quoi cette question rapproche-t-elle les puissances de la pensée des possibilités de la vie active? Citation. À Jean-Louis Thévenin, pour sa constance et sa ponctualité. Les serviteurs sont fatigués. Le majordome apparut, lui prit sa valise et disparut en silence. Rosamund Lehmann, Poussière, traduit de l'anglais par Jean Talva. La division, soutient Marx dans les premières lignes du manifeste du Parti communiste, est l'immémorial, le toujours déjà là serti dans la vie sociale. La vie que l'on dit commune, c'est la vie d'emblée divisée par la lutte, l'affrontement, une sorte de guerre, la lutte des classes. Dans le discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel ne disait pas autre chose. Simplement il nommait tumulte, ce que Marx place sous le signe de la lutte des classes. Les tumultes, plutôt que les bonnes lois, comme fondement de l'exemplarité et des vertus de la République romaine. Plutôt qu'origine, scène originaire ancestrale vers laquelle il conviendrait de remonter pour comprendre les enchaînements de causes et d'effets dont notre présent serait le résultat, la division est ici posée comme une condition et une provenance, Herkunft, auquel il nous faut sans cesse revenir lorsque nous tentons de nous donner prise sur notre propre actualité. La lutte des classes, dit Marx, c'est l'histoire des enchaînements ininterrompus entre différentes figures de la division, chacune correspondant à une formation historique et sociale. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande et compagnons. L'élément invariant, c'est l'oppression. Toute histoire étant l'histoire de l'oppression, l'insupposé de la vie commune, de l'existence sociale en partage, se divise toujours en deux sur un mode qui est celui de l'antagonisme et de l'affrontement, des oppresseurs d'un côté, des opprimés de l'autre. La division n'est pas ici un simple principe de répartition ou de séparation, elle est un principe dynamique dont l'élément moteur est la lutte, l'opposition perpétuelle des uns et des autres. Pas de pause, pas de trêve, pas d'interruption dans cet affrontement. Si l'histoire est un continuum, c'est en tant que cette guerre jamais ne prend fin. Lorsque la société bourgeoise s'élève sur les ruines de la société féodale, l'antagonisme de classe change de visage mais ne faiblit pas. C'est tout simplement une nouvelle configuration de la lutte, avec de nouveaux visages qui prend le relais. Bourgeoisie et prolétariat, en termes politiques, capitalistes et salariés, en termes socio-économiques. On remarquera que la démarche de Marx est ici tout entière indexée sur le cours de l'histoire, historiciste même. Ce sont des époques, des configurations historiques déterminées qui définissent la façon dont la division immémoriale va être dans chaque cas différemment peuplée. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de jurande, des compagnons, des serfs et des hiérarchies dans chacune de ces classes. La ligne de partage qui sépare les unes des autres est celle de l'oppression, la relation fondamentale des unes aux autres, l'affrontement, la lutte. Dans la société moderne, la société bourgeoise, dit Marx, l'antagonisme se simplifie. Ce sont deux vastes camps, deux grandes classes qui s'affrontent, la bourgeoisie et le prolétariat. Cette simplification fait époque. Toute la conflictualité sociale tend à se concentrer sur cet affrontement seul. Le renversement du pouvoir de la bourgeoisie par le prolétariat peut émanciper l'histoire et la société de cette domination qui étouffe son développement. Ce qui distingue le prolétaire, l'ouvrier moderne de l'esclave, du serf et même du serviteur d'Ancien Régime, c'est le fait qu'il n'appartient pas au capitaliste comme l'esclave appartient à son maître ni n'appartient à l'atelier, l'usine, où il travaille comme le serf, appartient à la terre et constitue un rapport pour le maître de la terre. Travail salarié et capital. Il n'est pas à proprement parler libre, condamné qu'il est à vendre sa force de travail pour subsister,
mais son travail en tant que marchandise est dit libre au sens où il peut le vendre aux enchères à tel ou tel capitaliste, il n'appartient pas, il se vend de gré à gré. L'ouvrier libre se vend lui-même, et cela morceau par morceau. Cette distinction fondamentale entre celui qui appartient et celui qui se vend, et en vertu de laquelle un serviteur d'Ancien Régime, quel que soit son rang, quel que soit son emploi, est plus proche de l'esclave et du serf que du prolétaire moderne car il appartient à une maison, petite ou grande, n'empêche évidemment pas Marx de parler d'esclavage pour désigner la férocité de l'exploitation moderne, mais C' est une image. Maître à la fois distingué et barbare, le capital entraîne dans sa tombe les cadavres de ses esclaves, des hécatombes entières d'ouvriers qui sombrent dans les crises. Mais ces retours approximatifs de l'immémorial dans l'analyse des rapports de classe modernes n'empêchent pas Marx de prendre tout à fait au sérieux la figure de l'équivoque liberté, de celui qui, en passant du côté du salariat, a appris à se détacher des contraintes et emprises qui s'exercent sur lui par le biais de la vente de la force de travail. Du fait que tout est vendable, les ouvriers ont constaté que tout pouvait être séparé, détaché d'eux, ils se sont libérés de leur subordination à un rapport déterminé. Avantage que l'ouvrier peut utiliser son argent comme il veut, aussi bien contre les livraisons en nature que contre les manières de vivre uniquement prescrites par la classe féodale, adjonction à travail salarié et capital. L'approche historiciste de la division par Marx tend à renvoyer au passé pré-moderne, la relation traditionnelle entre un maître et un serviteur fondée sur une forme ou une autre d'appartenance. Est-ce donc à dire que cette relation, si elle subsiste dans les sociétés modernes et contemporaines, et bien des signes tendent à indiquer que c'est le cas, le fait sur un mode résiduel ou marginal pour autant qu'elle ne coïncide pas avec ce qui définit en propre les conditions de l'époque. La relation entre la bourgeoisie qui privatise les moyens de production et le prolétariat qui n'a que sa force de travail à vendre, et par conséquence que ses chaînes à perdre? Est-ce à dire que la relation immémoriale entre le maître et le serviteur est dans cette configuration dont il semblerait bien que nous ne soyons pas sortis, entièrement surdéterminés, à l'époque de la bourgeoisie, Marx, par le conflit entre le travail salarié et le capital, entre les deux classes qui incarnent la contradiction explosive inscrite au cœur des rapports sociaux dans cette configuration? À l'évidence, la philosophie de l'histoire de Marx, tout entière indexée sur les puissances émancipatrices du prolétariat, qui en luttant contre le capital travaille à l'émancipation de la société tout entière, le conduit à déplacer son attention de la relation entre le maître et son esclave, sa servante ou son valet, qui sont des singularités, mais aussi des types, des profils allégoriques, des personnages philosophiques, de la comédie classique à Hegel en passant par Beaumarchais et Diderot, vers L', affrontement collectif et anonyme des classes. On va donc quitter la politique des noms propres, le valet frontin dans Turcaret, Figaro, Jacques, ou bien celle des pseudo-essences, Ehrenknecht chez Hegel, mais celui-ci mobilise aussi un autre personnage de Diderot, le neveu de Rameau dans un autre passage célèbre de la phénoménologie de l'esprit pour entrer dans celle des collectifs, le Parti communiste, non pas tant comme représentant de la classe ouvrière que comme expression de son mouvement et de ses puissances, le gouvernement provisoire comme truchement de la bourgeoisie en 1848, les luttes de classe en France, 1848 à 1850. La lutte se déplace vers de nouveaux terrains. Non plus le château, la maison du maître, l'office, mais l'atelier, l'usine, la rue, l'État. Est-ce à dire pour autant que l'affrontement du serviteur et du maître, de la servante et du maître, le mariage de Figaro, considéré comme le grand immémorial va se trouver dès lors dépouillé de toute capacité à donner corps et voix à la perpétuelle opposition, dont parle Marx dans les premières lignes du manifeste? En d'autres termes, la lutte qui oppose un serviteur à son maître perd-elle toute puissance de figuration, philosophique et politique, de ce mode d'accomplissement de l'histoire? La guerre sans fin des oppresseurs et des opprimés? Mais on pourrait tout aussi bien formuler la question en termes de conduite du récit, de narration. Le prolétaire, le communiste, est-il désormais celui auquel revient l'exclusivité de la conduite du récit de l'émancipation des opprimés? On remarquera que Marx exclut d'un geste décidé un certain nombre de figures de l'opprimé, du déshérité, du pauvre, etc., de cette capacité d'incarner le mouvement dialectique de l'émancipation, le paysan pauvre, la plèbe, le lumpenprolétariat, qui l'un et l'autre vont au contraire se voir constamment recyclés comme instruments entre les mains des classes dominantes. En d'autres termes,
Il ne suffit pas d'appartenir, de par sa condition sociale, au monde de la vieille servitude pour avoir part au récit de l'émancipation et au mouvement vers le renversement de la domination de la bourgeoisie. La haine et le mépris de Marx pour la plèbe urbaine ne se sont jamais démentis. De les luttes des classes en France à le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte. Ainsi, le gouvernement provisoire forma 24 bataillons de garde mobile, de 1000 hommes chacun, composés de jeunes gens de 15 à 20 ans. Ils appartenaient pour la plupart au prolétariat en guenilles qui, dans toutes les grandes villes, constitue une masse nettement distincte du prolétariat industriel. Pépinière de voleurs et de criminels de toute espèce, vivant des déchets de la société, individus sans métier avoué, rôdeurs, gens sans aveu et sans feu, différents selon le degré de culture de la nation à laquelle ils appartiennent, mais présentant toujours le caractère de la Tsaronie. Étant donné que le gouvernement provisoire les recrutait tout jeunes, ils étaient tout à fait influençables et capables des plus hauts faits d'héroïsme et de l'abnégation la plus exaltée, comme des actes de banditisme les plus crapuleux et de la vénalité la plus infâme. Ce parti pris marxien, constamment aggravé, alourdi par la tradition marxiste dans la suite des temps, a eu une conséquence distincte. La focalisation de l'attention sur la seule figure de l'affrontement entre la classe ouvrière et ses ennemis, la désintensification, comme enjeu politique et philosophique encore une fois, des figures innombrables de l'éternel retour de la lutte sous toutes ses espèces du maître et du serviteur. C'est alors du côté de la littérature que va se déplacer cet affrontement, là où la scène politique semble tout entière occupée par la lutte des classes. Le plébéien, entendu comme le serviteur rétif, ingouvernable, insoumis, révolté, est le conducteur de cet autre récit de la guerre des espèces ininterrompue, récit mineur qui se poursuit aux marges de la scène politique, historique, investie par la confrontation entre la bourgeoisie et le prolétariat. C'est, dans le roman populaire de Claude Tillier, l'oncle Benjamin, médecin des pauvres au verbe haut, ennemi juré des parvenus et des patriciens, dans le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, la narratrice, Célestine, dont le récit s'organise comme une sorte de revanche, de réparation offerte par l'auteur à l'armée innombrable de ses subalternes voués au silence, à l'insignifiance sociale, à l'anonymat que sont les personnels de maison. Il est, au demeurant, fort intéressant que ce soit Bertolt Brecht, un écrivain portant en sautoir sa conviction marxiste, qui écrive Maître Puntilla et son valet Mati, une pièce où il est bien question des relations, compliquées, dialectiques, entre un serviteur et son maître, en même temps que des rapports de classe et des formes de la domination dans la société capitaliste. Tout se passe avec cette pièce, comme s'il s'agissait pour Brecht d'y montrer la façon dont, dans nos sociétés, le couple maître-serviteur semble constamment revenir dans le dos de l'affrontement mettant aux prises la bourgeoisie et le prolétariat. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.